Bonjour, vous écoutez les conversations à quoi on rêve, c'est Magali. Vous savez, on est dans une période de transformation, je pense qu'on s'en est rendu compte, on l'était déjà avant, mais on l'est encore plus. On se transforme dans nos mœurs et coutumes au travail, on se transforme aussi dans la société. Moi, je pense fermement que les changements durables prennent racine dans les conversations importantes. Donc, ce balado, c'est exactement comme ce que je fais dans la vie. C'est dans l'objectif d'engager des conversations importantes pour qu'on puisse s'écouter, qu'on puisse se comprendre, puis qu'éventuellement, on puisse se rallier ensemble pour construire un futur qui nous ressemble. Cette semaine, je suis très heureuse d'accueillir Mali Navia. Allô? Allô, Magali. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Donc, Mali, tu es recherchiste, journaliste. J'ai même lu quelque part que tu es une future auteure dans ton ambition potentielle, dans un futur potentiel. Ah oui, c'est ça, c'est... Ça, c'est un rêve. Oui, mais on peut dire ça comme ça. Ouais. C'est un rêve. Tu te passionnes des sujets qui tournent autour des humains, de l'actualité, la culture. Tu collabores au contenu de différentes émissions de télé-radio et tu écris sporadiquement dans Urbania et Elle Québec. D'ailleurs, moi, c'est à travers un article d'Urbania que je t'ai découverte, si je peux dire. Avant qu'on commence à parler de ton rêve, on va faire le petit brise-glace traditionnel. Toi, Mali, quel est l'objet dont tu as choisi de nous parler qui a une valeur sentimentale ou symbolique pour toi? C'est une petite peinture. Je la regarde là parce qu'elle est accrochée sur le mur. Je peux pas vous la montrer parce que je veux pas la décrocher. Mais c'est une petite peinture que mon père a fait 1 mois après ma naissance parce qu'il a rêvé que je cherchais un chat. On sait pas... C'est aussi banal que ça. Fait que c'est une peinture très, je dirais, le mot m'échappe, abstraite, c'est ça. Okay. Une peinture très abstraite, mais on peut reconnaître une petite fille qui cherche un chat dedans, puis il y a un petit mot à l'arrière qui date de 1 mois après ma naissance. Fait que c'est un bien qui est très cher à mon cœur. C'est comme la chose que je traîne partout avec moi, dans tous mes appartements, toujours placée à la même place et tout. Cute, c'est vraiment mignon. Ce serait intéressant de se demander, ceux qui font des symboliques de rêve, s'il y a une symbolique reliée avec la notion de chercher son chat. Peut-être. OK, donc écoute, ma chère, on va aller direct dans le rêve. Ouais. Puis j'en profite pour mentionner que, comme d'habitude, mais encore plus aujourd'hui, je vous invite, ceux qui nous écoutent, à commenter, participer, donner votre avis. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes là. Donc, toi, Mali, ton rêve, c'est qu'on s'enlève de la pression de perfection dans nos relations intimes et dans l'image qu'on se fait de nous-mêmes. Ouais. En fait, si je peux me permettre de builder un peu là-dessus, c'est que je rêve qu'on se donne un peu le droit de déplaire. Puis quand je dis déplaire, c'est pas de provoquer, c'est simplement d'être nous-mêmes, même si qui on est ne fit pas avec les standards de beauté ou de personnalité que la société véhicule en ce moment. Puis je l'écrivais justement dans le texte qui nous a permis de nous rencontrer. Je vais m'auto-citer, mon Dieu, j'aime pas ça faire ça, mais c'est un peu ça que je pense en ce moment. C'est pas trop humble, vas-y. C'est que je pense encore exactement ce que j'ai écrit, puis on dirait que je l'écris mieux que je le dis. D'accord. Donc, je vais me fier à ce que j'ai écrit. Je souhaite que les femmes de demain puissent se construire d'un coup, qu'elles puissent faire leurs propres erreurs, pas celles qu'on les force à faire. Je souhaite qu'il leur soit plus facile d'aimer et de s'aimer comme il faut, qu'elles sachent reconnaître quand c'est un oui et quand c'est plutôt un non. Qu'elle cesse de croire qu'elle n'existe qu'à travers le désir de l'autre et qu'elle se libère une fois pour toutes de son emprise. Ça, c'est moi, ce qui m'avait marqué là, vraiment dans cet article-là, c'est la notion quand tu disais qu'on avait appris le désir à l'envers. C'est un peu ça que ça fait lien avec ce que tu viens de dire. Premièrement, on s'entend que ni Mali ni moi, on est des sexologues ou on est des spécialistes du sujet. On est 2 femmes de 2 générations différentes qui se penchent sur la question. Alors, déjà, ça, c'est réglé. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on vous invite à commenter puis à nous donner votre point de vue. Est-ce que tu voudrais me donner plus de jus en arrière de cette idée-là qu'on a appris le désir à l'envers? Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Aussi, je vais dire aussi que mes idées n'impliquent que moi, si on veut le dire ainsi. Puis je parle pour les femmes parce que je suis pas un homme. C'est pas dans le but d'exclure un genre. Oui,
je pense qu'on a appris le désir à l'envers dans le sens où moi, personnellement, dans ma vie, puis je pense que c'est dans la vie de plusieurs femmes autour de moi, ça a été tout le dating life ou bon, l'adolescence, le début de la vingtaine, etc. C'est quand tu trouves ta personnalité de dating ou peu importe comment on peut appeler ça. Ça dépend beaucoup de est-ce que l'autre veut? Est-ce que l'autre me désire? Est-ce que je plais à l'autre? Et souvent, je pense qu'on n'a même pas pris la peine de se demander est-ce que l'autre me plaît? Mm-hmm. Qui devrait être la première question, évidemment. Qui devrait être la première question, mais aussi, je suis très consciente que pour apprendre ce qui nous plaît, on doit passer à travers un certain processus. On peut pas tout de suite enrayer. Je pense qu'en fait, le raccourci qu'on risque de faire dans ces cas-là, c'est d'y aller directement vers qu'est-ce que la société nous dit qui est attirant. Donc, je vais être attirée par un homme d'une certaine grandeur ou puis là, je parle, excusez les termes hétéronormatifs, mais je suis hétérosexuelle, donc je parle de cette expérience-là. Donc, je vais aller vers un homme qui est d'une certaine stature, qui a, bon, c'est tout dépendant de ce qui est important pour moi ou ce que je crois qui est important pour moi à cette époque-là de ma vie. Puis, je crois que ça peut être long avant de déconstruire ça. Déconstruire le droit de se poser la question puis d'aller vers quelque chose qui est soit différent ou je vais commencer comme ça puis je vais construire ma pensée au fil de la discussion. Donc, se donner... Alors, il y a la notion du droit de déplaire, qui est un phénomène, qui est un élément fondamental dans ce qu'il vient de dire. Puis là, la possibilité d'avoir le droit d'aimer, de désirer quelque chose, ou en fait quelqu'un, hein, qui ne correspond pas à ce qu'on s'est fait apprendre de ce que c'était une personne à désirer, en fait. Parce qu'on a une forme de conditionnement autour de ce qui est un... En fait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on a intégré certains standards de beauté qui font en sorte qu'on a comme le désir déjà aligné vers quelque chose de comme construit dans nos imaginaires. Je veux pas dire que c'est... Je veux vraiment pas aller dans se donner le droit de désirer quelque chose qui n'est pas dans ces standards-là parce que je veux pas les mettre en opposition. Dans ma tête, les standards ne devraient juste pas exister dans le sens où ça devrait juste être déconstruit au point où il n'y a pas on dévie de la norme parce que la norme, elle n'existe pas. C'est une norme inventée en quelque part. Ouais. C'est une norme inventée. Fait que je veux pas c'est important pour moi de ne pas les mettre en opposition. Ouais. Ceci dit, je pense que dans ces deux éléments-là, celui que je trouve le plus, en tout cas, celui qui m'interpelle le plus, c'est cette notion-là d'avoir le droit de déplaire, puis de d'abord être centré sur soi avant d'être centré sur l'autre. Il y a un moment donné, dans le fameux article dont on parle, que vous irez lire, tiens, tu parles du fait que, il y a une phrase que j'ai trouvée tellement puissante, tu dis, les femmes grandissent, puis après, elles rapetissent par rapport au espèce de conditionnement social d'être un peu dans un mode que la femme est élevée souvent dans un mode d'être un peu comme au service de l'autre, puis ça fait comme un raccourci d'être un peu aussi au service du désir, du regard extérieur, là. Ben oui, parce que ce regard extérieur-là, c'est comme s'il venait nous valider d'une certaine manière, tu sais. Ouais. Si un homme me dit que je suis belle, eh bien, j'ai réussi quelque chose. J'ai réussi à rentrer dans ces standards-là, j'ai réussi à me faire une place, j'ai réussi à attiser un désir. Puis, je pense que le piège, c'est de penser que si on attise le désir de l'autre, on se rapproche du but ultime qui est assez universel, qui est d'être aimé. Tu sais, c'est ce qu'on veut tous, d'une certaine manière. Puis, c'est ça. Je pense que de se donner le droit de déplaire, puis c'est se donner le droit de se poser la question puis de faire comme non, ça me tente pas, même si toi tu me trouves désirable, moi en ce moment ça me dit pas. Ouais. C'est très tout ça est lié beaucoup à la notion de consentement. Ce texte-là a été écrit
s'inscrit dans une espèce de réflexion post-MeToo aussi. Puis le but, c'était de lier à cette notion-là qui est de plus en plus, qu'on a déconstruit puis reconstruite un peu. Fait que je pense que aujourd'hui, j'ose espérer que le consentement est un petit peu mieux compris. Mais oui, c'est ça, ça restait là. Puis... Tu réalises-tu dans ce que tu dis, là, moi, ce qui me fait un déclic, c'est que c'est comme si, effectivement, on veut que le consentement soit mieux compris, mais en quelque part, on parle ici du consentement de soi, de moi être en lien avec mon propre consentement. Puis moi, je me rappelle, plus jeune, ado, fin adolescence, de femmes, de filles qui se valorisaient à susciter le désir, à susciter l'envie, que la personne les intéresse ou pas. Donc, cette espèce de besoin de collectionner le désir extérieur pour se renforcer. Bon. Oui, pour se valider. On revient à la notion du MeToo là, qui est arrivé, qui a une vague, 2 vagues, 3 vagues, puis tant mieux, hein, ça ne fait que continuer. Est-ce que tu as l'impression, toi, que cette histoire-là de se laisser le droit d'être imparfait, se laisser le droit de déplaire, as-tu l'impression que ça aide notre cause, cette histoire-là du MeToo? C'est sûr que je pense que ça aide la conscientisation du côté des hommes. Est-ce que ça aide la conscientisation du côté des femmes? C'est ça ma question, en fait. Eh mon Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, puis on dirait que je veux pas... j'arrive pas à prétendre à savoir ça. On est comme pas assez avancé. J'ai l'impression dans cette discussion-là qui, même si ça fait des années qu'on en parle, même avant le MeToo, même avant 2017, c'était sur les lèvres de plusieurs personnes, mais je ne sais pas à quel point se donner le droit de déplaire, c'est peut-être une partie de la solution. C'est peut-être une partie de solution, comme tu disais, de se ramener vers soi, puis de se poser les questions de d'être en mesure d'identifier comment on se sent vraiment vis-à-vis quelqu'un. C'est sûr que ça donne des bonnes bases, d'une certaine manière. Je pense qu'on peut difficilement contredire ça. Mais c'est ça, de là à croire que c'est plus avancé que ça, je ne sais pas. Je sais pas. Ben, moi non plus, je ne le sais pas. Ouais. Puis je me suis posé la question très spontanément là, dans la conversation. Je dois dire qu'en faisant un petit peu de recherche, je suis tombée sur une journaliste française qui travaille spécifiquement là, sur les sujets de la sexualité. Elle s'appelle Camille Emmanuel, qui est son nom de plume. Non, c'est pas son vrai nom. Et elle parle de cette histoire-là de l'importance que les femmes soient capables de revendiquer autant le non que le oui, justement. Donc, j'aimais ça l'idée d'être branchée sur son propre désir, que ce soit d'un côté comme de l'autre, en fait. Ben oui, parce que le oui est aussi stigmatisé, voire davantage que le non quand tu es une femme. Pas quand tu es un homme, ou en tout cas, en apparence, moins. Mais le oui, je veux dire, une femme qui dit trop oui, ça vient avec son lot de problématiques, puis de jugements, puis de, tu sais, c'est comme si on a le droit de désirer dans certaines circonstances. Pas trop. Pas tout le temps, pas trop. Il y a vraiment une case de laquelle on ne peut pas sortir. C'est ça que notre discussion me fait réaliser. On essaie de s'en libérer, puis là, quand on s'en libère de peut-être la plus petite case, on tombe dans l'autre case. Là, on est comme, OK, on est des femmes libérées, on est des femmes assumées. Là, c'est bien, tu as le droit d'être ça. Mais après, il ne faut pas que tu sois trop libérée, puis pas trop assumée non plus. Il ne faut pas que... tu sais, peut-être que tu assumes trop ton oui, puis là, ben, tout entraîne, toute libération entraîne un espèce de contrebalancier, j'ai l'impression. Ouais. Mais il faut passer par là, puis il faut l'adresser parce que je suis assez d'accord. Il faut qu'on soit en mesure d'assumer nos oui comme nos non. Ouais. C'est là qu'on est le plus aligné avec nos envies, nos désirs, puis que là, qu'on soit capable de le faire sans se sentir dans cette fameuse case-là dont tu parles de trop ou de pas assez, tu sais. Ouais. Est-ce que tu penses que on peut prévoir ou on peut constater que ça influe aussi les dynamiques relationnelles dans le contexte professionnel?
Cette notion Ouais. de dénonciation, puis faut tellement plus traverser une ligne, puis ça, c'est peu importe l'orientation sexuelle ici, évidemment, là. Ouais. Penses-tu que ça a commencé à avoir des échos? En tout cas, moi, j'ai entendu des gens m'en parler, là. As-tu un point de vue là-dessus, toi? Ben, je pense que ça commence. Je pense qu'il y a définitivement un avant-après MeToo dans la conscience collective. Tu sais, ne serait-ce que je lisais un texte d'Émilie Nicolas ce matin dans Le Devoir qui a aucunement rapport avec cette problématique-là, mais qui elle parle d'un professeur. En fait, non, je ne veux pas embarquer dans son texte, mais on a des réflexes. Je pense que ça a changé nos réflexes. Je pense qu'on va se questionner, même étant une fille à l'égard de certains hommes ou peu importe l'orientation, peu importe qui t'attire dans la vie, tu es un petit peu plus à l'affût des commentaires que tu fais. Puis ça, c'est pas juste dans les relations interpersonnelles puis dans le MeToo, tu sais, on est là-dedans aussi pour toutes les dynamiques interraciales qu'il peut avoir. T'as raison. La problématique de la diversité culturelle, de l'appropriation culturelle, tu sais, on est plus en train de se questionner puis de remettre en question nos réflexes qu'on avait de faire des blagues sur la couleur de peau de quelqu'un, même si cette personne-là, c'est ton ami, peut-être que ça n'a aucun rapport, tu sais, peut-être que c'est pas... Ouais. Puis, Fait que- je pense j'ai souvent entendu, par rapport à MeToo, spécifiquement, des hommes dire que, ben là, c'était compliqué, marcher sur des œufs, c'était inconfortable. Puis là, quand on ouvre ça, puis qu'on se dit, ouais, mais on a cette espèce d'inconfort ou de conscience de soi plus développée par rapport à, effectivement, comme tu l'as dit, toutes sortes d'exclusion du passé, là, tu sais, raciale, culturelle et compagnie, ben c'est sain qu'on marche sur des œufs, là. Ça veut dire qu'on est à l'étape de la conscientisation. Puis Tellement. c'est sain aussi parce que il n'y a jamais de changement sans une période d'inconfort. Je veux dire, on changera. Si on restait super confortable, ça voudrait dire qu'on remet rien en question puis qu'on change pas. Fait que c'est comme si je me dis, ben, c'est parce qu'il faut comme accepter ça, là, accepter le processus, puis se dire que. Mais c'est vrai, là, que je suis convaincue qu'il y a. Puis là, tu rajoutes là-dedans la politique, la religion. En ce moment, juste avec ce qu'on vit avec le COVID, là, je veux dire, même parler du COVID, c'est rendu. C'est rendu, ouais, il y a des zones taboues. On fait attention. Ouais. Donc, cet inconfort ou cette espèce d'over-conscientisation de nos prises de position, je pense que c'est un moment charnière pour nous amener à revenir à une forme de confort, mais il faut qu'on se rende. Oui. Faut passer par là, puis c'est aussi je pense qu'il faut, ce serait safe de présumer qu'on a tous des angles morts, surtout. C'est sûr. Même si je suis une femme et j'ai des angles morts sur le féminisme et sur la condition féminine. J'en ai parce que on vit dans une société qui est patriarcale, j'ai internalisé plusieurs mécanismes de ça. Puis je peine à les déconstruire aujourd'hui. Fait que je les déconstruis selon mes expériences et tout, selon les expériences des gens avec qui je me trouve. Mais des fois, mes certitudes que j'avais là 3, 4 ans, je les ai plus. Et je pense qu'il faut se donner ce droit-là aussi, puis il faut partir du fait qu'on n'a pas les réponses, on n'a pas de certitude. Puis si on croit avoir une certitude, je pense qu'on devrait avoir définitivement le réflexe de la remettre en question. Puis, ça me fait réaliser aussi que des fois, on a des certitudes, on a des croyances, puis qu'on va verbaliser, mais on va s'attraper à avoir des comportements contradictoires. Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, c'est là où, là, ça vient nous... Moi, en tout cas, moi, quand ça m'arrive, ça vient me chercher, puis là, c'est comme, OK, mais là... t'arrêtes-tu de dire ça ou tu changes ce comportement-là? Puis c'est d'autant plus, de mon point de vue de maman d'une préado, par rapport à des convictions féministes, d'égalité, par rapport à cette notion-là aussi de c'est quoi que tu désires toi, puis de ne pas être dans une espèce d'objectif de plaire. Ouais. C'est pas facile. Ça doit être quelque chose, ça. Ouais. Parce que l'exposition...
sais, moi, quand j'étais petite fille, puis toi aussi, quand tu étais petite fille, on n'était pas si on était exposés aux femmes, puis aux comportements, puis à des mouvements de séduction, mais tu sais, les petites filles, maintenant, d'ailleurs, le fameux documentaire là, qui s'appelle, comment déjà, j'oublie? Pas les fillettes, les mignonnes, Mignonne. sur Netflix, nous met cette réalité en face, en fait, que les petites filles sont exposées à des comportements qu'elles adoptent, mais elles ne savent même pas ce qu'elles font. Et c'est ça qui est troublant. Mais tellement, puis je pense que moi, en tout cas, de mon expérience, j'ai remarqué ça avec les films d'ados, que j'ai écouté les séries, tu sais, tout ça. Mon Dieu, que ça nous montre une espèce de vision déconnectée de l'amour, du désir, de comment tu plais à l'autre. Puis ça, quand on parle de modèle uniforme, de qu'est-ce qui est attirant puis qu'est-ce qui ne l'est pas, mon Dieu, en plus, la ligne est très, 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 très mince, là. Puis modèle uniforme de ce que c'est une relation. Ah oui, vraiment, vraiment. Parce que, mais en fait, quand tu en arrives à ce moment-là dans ces films-là, parce que tout est à propos du struggle qui précède la dite relation, qui est, tu sais, une fois que tu as un peu développé un sens critique, tu te rends compte qu'il n'y a rien de sain là-dedans, puis que ça peut pas donner quelque chose de si positif que ça. Mais ouais, je pense qu'on a tous ces modèles-là, tous ces produits culturels-là nous jouent beaucoup dans notre cerveau. Puis c'est d'où l'importance de la représentativité, tu sais. C'est important que dans nos médias, sur nos écrans, il y ait des personnes différentes de toutes les tailles de corps, de toutes les couleurs de peau, de toutes les cultures, parce que c'est ça qui normalise ça dans la société. Après, si à chaque fois que tu ouvres ton écran, tu vois juste des gens minces et parfaits, ben, qui correspondent à une définition de la perfection, puis qu'après tu te tournes de bord puis c'est pas ce que tu vois autour de toi, tu vas être, je veux pas, ouais, je sais pas je veux pas dire déçu, mais ça te challenge, ça va trigger ta vision du monde, tu vas avoir l'impression de vivre dans, tu sais. Il y a Shonda Rhimes aux États-Unis qui est un exemple que j'aime bien citer. Quand elle a créé Grey's Anatomy, je pense que c'était en 2004 ou en 2005, elle s'est donné l'objectif de créer une télésérie dans laquelle on allait voir, qui allait refléter le monde qu'elle voit dans la rue. Okay. Donc, tu sais, tous les problèmes de race ne sont pas la race n'est pas problématisée. La diversité corporelle non plus. C'est très sain comme message parce que ça normalise une diversité complète, tu sais. Il y a aussi une autre affaire, quand dans ton énoncé de rêve, là, de se laisser le droit d'être imparfait, je pense qu'il y a un gros mythe dans les relations amoureuses, de la facilité. Hein? La notion que être en relation, être en couple, si tu es avec la bonne personne, c'est facile. Et je pense que c'est un des plus gros mythes qu'il y a autour des relations interpersonnelles parce que, ben, à moins, par rapport à, dans une optique de durée, on s'entend, hein? Si on est dans le consommation et jeter après usage rapide, ben là, effectivement, ça peut être facile, il y a des cycles, mais qu'est-ce que tu penses de cette idée-là d'accepter l'imperfection des relations? Ben, je pense que si on tombe dans le piège de la perfection en général, ça va au contraire, ça va être très, très, très difficile. Mm. Je peux pas vraiment me prononcer plus que ça parce que j'ai juste 32 ans. Fait que, tu sais, j'ai jamais été 20 ans avec la même personne. Ouais. Fait que tu sais, moi, ça fait presque 3 ans que je suis avec mon amoureux, puis c'est encore très facile. Fait que je peux pas, sauf que j'anticipe des difficultés puis des challenges, puis de pas. En fait, il faudrait inclure peut-être dans nos visions de la perfection, de l'imperfection, si on peut le dire ainsi. Ben, puis, tu sais, on pourrait extrapoler ça à la vie en général. Tu sais, dans la vie en général, même la personne qui est la plus compétente professionnellement, avec plein de diplômes, tu sais, qui a plein de possibilités, a des matins où elle se réveille et ça va pas bien, tu sais. Ben non, c'est ça. Cette imperfection-là, elle existe partout, tu sais. Puis,
moi, je pense, là, c'est un raccourci ou c'est un cliché, je sais pas comment l'exprimer, mais tu sais, cette idée-là que les médias sociaux nous renvoient toujours des images de être à son meilleur, dans sa meilleure vie, ou tu sais. Performance de nos propres vies, ouais, une mise en scène. C'est vrai que la réalité, c'est pas ça. Ben c'est oui. vrai que plus tu es jeune, plus tu peux tomber dans le piège de penser que tu es la seule personne qui vit pas ce que tu vois à l'autre bord de l'écran, tu sais. Ben oui, puis quand on grandissait, c'était pas les médias sociaux, c'était la publicité. C'était les filles dans les magazines, les filles sur les billboards, les gars dans les annonces de Buffalo. On a toujours eu une espèce de... On a toujours fait face, on dirait, à une espèce de représentation, une mise en scène de la vie qui n'est pas la vie. Tout à fait. Puis même si on le sait pertinemment que ce n'est pas la vie, on dirait qu'on est aussi programmé pour croire que ça peut l'être. Ouais. Ça peut l'être si tu travailles assez fort pour que ça le devienne. Ouais. C'est ça. Puis moi, ce que je trouve troublant, Mali, c'est que quand c'était dans la représentation, dans les émissions de télé, quand c'était dans la publicité, c'était plus facile de faire la distinction avec la vraie vie. Parce que là, c'est de la mise en scène de monsieur, madame, tout le monde à travers Instagram, TikTok et compagnie. Fait que là, on peut encore plus avoir l'impression que c'est la vraie vie parce que c'est du monde normaux qui sont dans cette espèce de vitrine de représentation. Ben oui, c'est un gros piège, tout ça. C'est vraiment... Ben, tu sais, puis on l'a vu en confinement, là, il y avait toute la notion de performance, de performer son confinement, tu sais. On est tellement habitué à être pain, puis faire quoi d'autre, tu sais. Super, on est tellement... Oui, c'est ça, être productif en tout temps. Tu sais, je veux dire, OK, là, tu travailles plus parce que tout est fermé, ben, entraîne-toi, fais ton pain, tu sais, embarque dans l'autosuffisance, tu sais, trouve-toi des projets, tu sais. On n'est pas capable de juste faire, OK, ça va pas, là. Collectivement, ça va pas. Donc, on peut prendre une journée pour ne pas bien aller, en fait. Tout à fait. Puis, imaginons qu'on recule puis on revient à notre prémisse de départ, tu sais, accepter d'être imparfait face à soi-même puis dans nos relations, qu'on s'enlève la pression de perfection. Ça commence par quoi? C'est quoi qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de pas ou d'action concrète, tu sais, parce que je pense que personne n'est contre l'idée, hein? Tout le monde est probablement d'accord avec ça, que c'est une maudite bonne idée qu'on fasse ça, mais tu sais, on prend ça par où, tu sais? Ben, c'est une question qui je pense que ça va dépendre de chaque personne, d'une certaine manière. C'est sûr, mais ça part par bien se connaître, c'est sûr. Je pense que c'est un... Je pense que je suis d'accord avec toi. C'est d'abord, avant tout, d'être très alerte et connectée sur je suis qui, j'aime quoi, mes forces, mes faiblesses, une espèce de conscience de soi plus étendue, effectivement. Conscience de soi, puis aussi... il y a une dose d'humilité aussi là-dedans. Tu sais, quand on parlait d'angle mort tantôt, là, ben, tu sais, c'est de se rendre compte qu'on en a probablement par rapport à nous-mêmes. Des angles morts, oui. Se donner le droit de se tromper. Tout à fait. Se donner le droit de croire qu'on veut quelque chose, puis finalement, peut-être qu'on le veut pas. Et puis là, je parle pas nécessairement des relations interpersonnelles ou amoureuses. Tu sais, on a le droit de pas vouloir la même chose que tout le monde. On a le droit de vouloir la même chose que tout le monde aussi. Ça peut être ça qui est l'apprentissage aussi de tout ça. Il faut juste vouloir ce qu'on veut vraiment. Vouloir ce qu'on veut vraiment, c'est un peu se donner la permission en quelque part là-dedans, tu sais. Il y a la question de se donner la permission que ce soit d'être exactement, parce que c'est ça notre trip, d'aller dans ces standards, dans ce que tout le monde, tu sais, OK, ben c'est ça, mais je pense que ça passe probablement aussi avec, il y a la notion de se connaître, puis mettons que tu fais une espèce d'introspection, puis là, tu te définis, mais je pense qu'il faut faire des points de contact, puis aller vérifier de temps en temps aussi. Parce que je crois que en tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent de rencontrer des gens qui, on aurait dit, étaient partis sur un projet de vie, un rêve, ou en tout cas une façon de vouloir. Puis là, c'est comme s'ils continuent, puis là, ils se rendent pas compte que finalement, ils transportent un projet qui n'a plus son sens ou qui ne correspond plus à ce qu'ils sont devenus avec le temps. Tu sais. Ouais. Ben oui, puis je pense que ça, ben c'est impossible de le savoir d'avance. Tu vas savoir si tu embarques dans le projet, puis si au fur et à mesure, ben ce projet-là te convient plus, tu sais. Fait que c'est comme un peu, je sais pas, c'est se donner le droit d'expérimenter, se donner le droit de faire fausse route, tu sais, se donner le droit ou se donner la permission. Je pense que c'est assez similaire comme concept.
Ouais, je pense que ça passe par ça. Alors, ben écoute, ma chère, on va garder ça en tête, cette notion-là. Je ramène sur le point initial, moi, d'avoir le droit de déplaire, parce que d'avoir le droit de déplaire, c'est aussi de faire des choses qui vont à l'encontre de ce que notre cercle, notre famille pense que c'est la bonne affaire pour nous. C'est plus que l'aspect de la séduction. Donc, se donner le droit de déplaire, je pense que c'est une bonne... on pourrait tous se demander, je pense, ça voudrait dire quoi pour moi, puis ça prendrait quoi comme forme. Puis déjà, je pense qu'on va tout avoir fait un petit bout de chemin par rapport à ça. De toute façon, moi, j'ai la ferme conviction que on n'arrive pas à un moment donné où c'est réglé. Tu sais, je pense que c'est un processus, puis on évolue comme humain, puis on se rapproche de cet idéal-là avec le temps. Ouais. Toi, Mali, si tu avais un message ou un conseil sur lequel, si je te donnais le mot de la fin, là, qu'est-ce que tu aurais envie de me dire? Ah mon Dieu, je sais pas, j'ai beaucoup de misère à donner comme un gros conseil comme ça parce que je trouve que ça m'appartient pas. Ou une question, en fait, ça peut être une question de réflexion. Ouais. Ben, j'aime beaucoup la tienne. En fait, j'aime beaucoup le fait de poser, de se demander qu'est-ce qu'on ferait si on avait le droit de déplaire, qu'est-ce qu'on ferait différemment en ce moment-là, dans le moment présent, si on n'avait pas ces espèces de contraintes sociétaires qu'on a internalisées, tu sais. Qui on serait, qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait osé, mais pas au passé, mais au présent. Ouais. Parce que dans le fond, il y a toujours le temps de s'arrêter, puis à partir de la question du moment d'après, de prendre un autre angle ou un autre. Oui, exact. Parce que si on se pose la question pour le passé, ben tout ce qu'on fait, ça va être de se créer des regrets, puis c'est pas ça le but, parce que ça change rien. Ce qui est passé est passé. Ouais, alors, que feriez-vous de différent si vous avez le droit de déplaire? Ouais. Écoute, ma chère, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous, d'avoir eu le courage d'aborder un sujet sensible et puis en toute humilité. Je vous rappelle que si vous voulez écouter les balados, les conversations passées, elles sont toutes sur balado.magalieco.com et elles sont également disponibles en format audio sur Spotify, iTunes et Google. Alors, merci Mali. Et puis, je te souhaite une belle journée et je t'invite toi aussi de répondre à cette fameuse question. Je vais le faire. Je vais le faire moi aussi de mon côté. Ouais. Merci beaucoup, Magali. Bonne journée. Au revoir.